Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons, alors soutenez-nous en cette campagne de fin d'année. On est encore très loin des 100 000 euros qui nous permettraient de survivre en 2026. Alors oui, notre avenir dépend de vous et de votre générosité. On n'a pas de milliardaire qui nous finance. Alors si vous en avez marre de Pro et de toute sa clique payée grassement par Bolloré, c'est ici que ça se passe. Alors gâtez-nous, on a encore tellement de choses à vous dire. Allez, c'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Morad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, chère Amira. Alors c'est une émission spéciale aujourd'hui, on enregistre le 31, c'est la dernière en tout cas de l'année, je l'espère bien. C'est aussi une émission spéciale parce qu'on n'a pas aujourd'hui un invité, on n'en a pas deux, mais on en a trois. Alors on va tout d'abord annoncer celui qui reste avec nous tout au long de cette émission. Stéphane, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir encore une fois. Ah bon, on est toujours ravis. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette DER provisoire. Hein. On parle bien sûr de 2025, on vous rassure. Alors, on va être ici notamment pour parler du livre, évidemment, de Nicolas Sarkozy, qui est quand même le best-seller le plus vendu. Désolée, je suis obligée de te couper, Morad. On me dit dans l'oreillette qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Donc, on est en direct de CNews avec Pascal Praud. Ah maintenant, beaucoup plus qualitatif. On est en direct de l'IRIS avec le géopolitologue Pascal Boniface. Pascal, désolé de vous décevoir. Je vous présente mes excuses les plus plates. Bonjour, merci d'être avec nous pour cette dernière émission de l'année 2025. Platé et heureux d'y être. Merci infiniment. Alors, c'est une sorte de best-of qu'on est en train de balayer avec Stéphane, alias le Foualier. On souhaiterait savoir ça n'est mieux de ma part, j'adore ce qu'il fait. C'est très réciproque. Il venait de me dire la même chose, dans l'autre sens. Donc, si vous voulez qu'on vous laisse avec Amira, il n'y a pas de problème. Partir, hein. Non, on voulait savoir ce qui vous avait marqué en tant que spécialiste sur des questions de géopolitique. Mais enfin, on le sait ici sur ce plateau, également féru d'informations et de médias. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le traitement de l'information, en l'occurrence, sur les questions notamment de géopolitique et du Moyen-Orient durant ces derniers mois ? Beaucoup de choses, trop de choses, et je crains qu'il ne faille pas qu'une seule émission pour dire tout ce qui ne va pas, avec effectivement des médias qui ne donnent pas, qui ne transmettent pas une information fiable, contrastée et, disons, sérieuse. Alors, disons très récemment quand même, que l'on puisse dire que d'attentats antisémites horribles, un massacre, heureusement, qui aurait pu être pire si un courageux vendeur de fruits ne s'était pas interposé, mais que ce massacre antisémite qui a été fait à Sydney, donc on le sait maintenant que c'est des gens qui étaient affiliés à l'État islamique, qui se sont préparés non pas aux Philippines, mais dans une province un peu reculée d'Australie, que l'on puisse faire un lien avec ces gens-là. Et la France insoumise, je me dis, mais dans quel monde on vit ? Que l'on puisse mettre en cause la France insoumise pour un attentat qui a été fait à des milliers de kilomètres de gens qui se revendiquent de l'État islamique, et pas une personne qui aurait dérapé en faisant ça, mais un concert de gens et qui reprennent en fait l'argumentation en direct de Netanyahou, qui ne vise pas la France insoumise spécifiquement, lui, mais qui vise tous ceux qui le critiquent, mais qu'on puisse adapter ce discours de Netanyahou en le plaquant sur la France insoumise. Moi, je n'appartiens pas à la France insoumise, j'ai des accords et des désaccords avec eux, mais que l'on puisse les impliquer dans cet attentat, on se dit quand même, à partir de quand, là, les gens ne réfléchissent plus ? À partir de quand ils sont capables de ne plus réfléchir, ou, pire encore, de mentir de façon éhontée et violente ? Et alors, en plus, ce qu'on pointait, c'est le fait que, notamment, alors je crois que c'était avec Émeric Caron, c'est le fait que, un peu comme pour les musulmans qui sont tous des djihadistes ou des agents du Hamas, ainsi que les Palestiniens, il y a toujours ce soupçon
quoi que fasse LFI. Et on l'a vu effectivement avec l'Australie, c'est-à-dire que soit ils vont réagir et condamner, mais on va dire que c'est bizarre qu'ils le fassent aussi rapidement et de manière aussi concertée, soit ils ne le font pas, on va leur reprocher de ne pas le faire. Et ça se passe notamment sur les plateaux du service public. Est-ce que vous avez des craintes, puisqu'on va rentrer en 2026, nous allons rentrer dans la pré-campagne de la présidentielle, si tant est qu'on n'y soit pas déjà. Est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis des médias? Des antennes comme la vôtre sont d'autant plus importantes et indispensables qu'effectivement, on connaît les médias Bolloré, mais on a l'impression que le service public fait la course à l'échalote et il y a des propos sur le service public qui sont également qui ne sont pas conformes à la vérité, à la déontologie journalistique et qui reprennent ces mêmes arguments. Enfin, quand même, là, je veux dire, on assiste, on a tous vu les photos dans les camps, maintenant avec la pluie, il y a des bébés qui meurent de froid, Mourad. Il y a des bébés qui meurent de froid. On a amputé des gens sans anesthésie. Il y a des dizaines de milliers de morts. Il y a des dizaines de milliers de gens qui sont amputés, qui sont handicapés. Et on n'en parle pas, on inculpe ceux qui dénoncent cela, c'est ceux qui sont mis en cause. Il y a une sorte d'inversion accusatoire qui est quand même absolument phénoménale, qui est une insulte non seulement à l'humanité, mais une insulte à l'intelligence. Et effectivement, on ne parle plus de ce qui se passe à Gaza, c'est invisibilisé au profit du procès de ceux qui veulent en parler. Donc très franchement, moi je veux dire, j'ai toute ma vie, je me suis consacré au savoir, à l'éducation. On a l'impression que là, effectivement, la recherche de la vérité, la recherche de l'intégrité professionnelle, c'est complètement bousculé. Et plus les crimes deviennent énormes là-bas, plus la vérité se tait et est cachée ici. Avez-vous une question, Amira ou Stéphane? Oui, alors Pascal, moi, je voulais savoir, vous le disiez en off, vous avez écrit 6 livres, il me semble, cette année, plusieurs rééditions. C'est incroyable. Je sais pas comment il fait. 6 rééditions, des rééditions, voilà, des livres, des tables rondes, des conférences. Je voulais savoir, vous avez été invité combien de fois sur les chaînes Bolloré, par exemple, et les chaînes du service public également? Bon, à peu près pareil, 0 dans les deux cas. Enfin, voilà. Disons que ça s'est réduit. Il y avait encore quelques invitations sur le service public en début d'année. Et là, depuis le 1er septembre, je n'ai pas été invité une seule fois. Et donc, je pense qu'il y a quand même des instructions où il y a vraiment quelque chose. Et sur Radio France, ça fait très longtemps que je suis plus jamais invité. Et donc, pour moi, Europe 1, Radio France, match nul. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, je sais que c'est pas vrai, qu'il y a quand même un peu plus de fond sur Radio France, mais je suis désormais. J'étais depuis longtemps à séjour sur Radio France. Je suis également désormais sur France Télévisions. Et donc, j'imagine qu'il y a une raison. Je pense que d'habitude, on dit que je parle assez clairement et que j'ai plutôt des qualités pédagogiques, mais il y a autre chose, très visiblement. Et donc, effectivement, il y a quand même une sorte de néo-McCarthyisme qui se met en place. Vous aviez tweeté une anecdote pour imager votre propos. Vous aviez tweeté une anecdote avec je crois, un jeune ou un stagiaire qui vous avait booké. Et vous l'avez prévenu que vous... Oui. Est-ce que vous pouvez la rappeler? C'est sur BFM, il me contacte en disant, voilà, je voudrais bien enregistrer quelque chose avec vous. Je dis, attention, malheureux, vérifiez, parce que je suis interdit d'antenne sur BFM. Et d'ailleurs, je pensais que le fait que Drahi ait vendu BFM allait changer. C'est pareil avec la nouvelle direction. Je suis toujours interdit. Donc, j'ai dit, méfiez-vous, parce que vous risquez d'avoir des problèmes et je veux pas vous être en difficulté. Et il dit, non, je vais m'enseigner. Et après, il dit, écoutez, excusez-moi, oui, d'accord, c'est vrai, mais j'arrive à Paris, je n'étais pas au courant. Et donc, en fait, il a été naïvement, il comptait m'inviter et il s'est rendu compte quand même que c'était un peu plus compliqué que cela. Mais voilà, je veux dire, moi, j'ai les réseaux sociaux, il y a le média qui existe, il y a d'autres... C'est vraiment, en fait, il y a un combat pour préserver un espace de liberté, un espace de débat contradictoire, parce que c'est de plus en plus étouffé, et pas seulement dans les médias Bolloré. Et donc, il y a un enjeu majeur que on ne fasse pas, on essaye de silencier, et Gaza est un point important, parce qu'on voit bien que le critère, c'est ceux qui dénoncent ce qui se passe à Gaza, on leur indique très clairement à la sortie, et ceux qui approuvent ce qui se passe, ou qui mettent en accusation ceux qui dénoncent cela, sont eux décorés, célébrés, choyés, invités partout, quel que soit leur talent réel. On salue Caroline Forest et Sophia Boko Haram, et bien évidemment. On va vous retrouver. Vous allez prendre quelques jours de congé, j'imagine. Je rebondis sur ce que disait Amira, sur votre rythme de travail qui est tout à fait impressionnant, notamment d'écriture. Vous avez des projets pour la rentrée immédiate avec l'Iris ou d'autres Oui, je travaille pour le plus long terme sur une nouvelle bande dessinée, toujours avec mon compère Tommy, qui sortira en septembre. Donc là, on ne va pas spoiler le sujet pour l'instant. Et puis,
puis, j'ai deux bouquins qui sont réédités. Donc là, c'est des rééditions. Les 50 idées reçues sur l'état du monde qui sort chaque année en janvier, qui va être réédité une nouvelle fois là, dès le 3 janvier. Et puis, fin janvier, cette fois, ça, c'est chez Armand Collin. Et chez Erol, fin janvier, je ressors un petit livre en 50 fiches sur le conflit israélo-palestinien qui ressort réactualisé avec les derniers événements. Eh ben, nous serons évidemment au rendez-vous. Je te joins à moi, Mira, pour vous souhaiter, cher Pascal, ainsi qu'à tous vos collègues de l'IRIS, de joyeuses fêtes et puis un prompt repos, prompt rétablissement et profiter avant le retour sur la piste. Merci infiniment, Pascal Boniface. Merci à vous et bonne année à toute l'équipe du Média également et bonne année 2026 qui, j'espère, vous verra venir sur la TNT. Merci Pascal et bonne année à l'avance, dernier jour de 2025. À très vite. Donc encore un grand merci à Pascal Boniface pour son témoignage et son intervention. Alors je parlais justement du livre de Sarkozy, au moment où Amira m'a coupé la parole littéralement. On est là aussi pour en parler de ce fameux bouquin de Nicolas Sarkozy. Alors moi surtout ce qui m'a marqué là, en 2025, c'est pas tant l'ouvrage de Nicolas Sarkozy. Déjà, est-ce que tout le monde dans ton public sait qui est Nicolas Sarkozy ? Pour les gens qui ne savent pas, c'est le père de la figure politique montante Louis Sarkozy, voilà. C'est vrai. Voilà, qui a eu quelques fonctions politiques, on va dire, importantes en France, on peut dire. Ne nous mentons pas. Et bon, voilà, puisqu'on parle justement de littérature, je voulais vous présenter 3 ouvrages qui, moi, m'ont marqué en 2025. Le premier, le plus important, Tchoupi va au lit comme un grand. Donc voilà, ça fait partie des collections que Mourad Guichard aime le plus. C'est lui qui m'avait recommandé. Effectivement, j'ai trouvé ça remarquable. C'est pas très éloigné du livre de Nicolas Sarkozy. On est vraiment très proche en termes de qualité, en tout cas esthétique. Le deuxième, alors ça c'est bouleversant, ça je vais l'offrir à Amira, je pense. Sémiologie de l'artériopathie débutante des membres inférieurs, si vous voulez tout savoir. Voilà, sur les pathologies voilà, artérielles, voilà, chez les patients de 85 à 95 ans. Merci beaucoup. Ça c'est des coups de cœur. Et en revanche, puis c'est délicat. En revanche, on a quand même fait dans les tops et les flops, voilà, on va dire que le portrait politique en France est quand même assez douloureux en ce moment. J'ai un éditeur qui m'a envoyé ça, c'est très rare, comme on voit un ouvrage. Ça s'appelle « Ce ne sera plus toi la victime ». J'ai trouvé ça remarquable. Et c'est un livre qui nous apprend à reconnaître les situations qui peuvent aboutir à de la violence. Ça permet de comprendre comment les agresseurs choisissent du coup leurs victimes. Et ça donne toute une série de trucs et astuces. C'est écrit par Pierre Bordabéry, j'espère que je prononce bien son nom. Et je remercie l'éditeur de me l'envoyer, je l'ai trouvé pour le coup remarquable. Eh ben, voilà, merci donc on termine pour de vrai, mais ça vaut pas de Choupi. Merci pour ce vrai conseil. Qui va au lit comme un grand. Je tiens quand même à rappeler que voilà, il y a quand même des petits, voilà, regardez, des étoiles qui apparaissent. Alors, mignon. À propos de Sarkozy, j'y reviens. Je reviens encore à la charge. Il y a quand même plus sérieusement deux ouvrages dont tu voulais nous parler, qui te sont revenus à l'esprit. Quels sont-ils ? Tu m'avais demandé de faire mes flops de l'année 2025. Ça, c'est le flop que je mets en tout premier. Effectivement, j'ai trouvé que la condamnation de Nicolas Sarkozy était le flop numéro 1 de la France en 2025. C'est scandaleux. Pour plusieurs raisons. Déjà, comme le disait Amira tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec elle, qui n'a jamais participer activement ou passivement à un attentat dans l'espace aérien international. Je veux dire, tout le monde a déjà été concerné par ça. Et ensuite, effectivement, c'est quand même un homme qui a écrit en 2001 et en 2016 des ouvrages qui s'appellent Promenade et Libre. Dont on va voir la jaquette. Voilà, et j'ai envie de demander au juge, est-ce que quelqu'un qui a écrit des ouvrages qui s'appellent Promenade et Libre peut réellement être coupable de quoi que ce soit ? J'avais trouvé ça honteux. Pour moi, c'est le flop numéro 1 de l'année. Mais je pense que ça a été caché. Quelle honte. Ça a été caché parce que la justice, les juges rouges et ainsi de suite, bien évidemment. Tu voulais également nous parler de François Bayrou. Ah oui, alors là, pour le coup, par contre, on est dans mon top. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est mon top 3 de l'année. Ah, c'est pas un top paradoxal, là, je suis très sincère. Moi, je trouve qu'il se dégage une sorte de cohérence de la carrière de François Bayrou entre 2002 et la gifle à un ado qui lui fait les poches et voilà, son comportement sur l'affaire Betaram. Eh bien, on voit quand même une sorte de fil directeur très net qui se dégage chez lui sur sa perception de l'importance des violences faites aux mineurs. Et je trouve ça remarquable. C'est quand même pas tous les jours qu'on a des personnalités politiques comme ça qui sont aussi cohérentes. Et je tiens à préciser que certains esprits chagrins diraient qu'il n'a pas fait grand-chose pendant l'affaire Betaram. Je tiens à préciser qu'il a quand même déclaré en interview se sentir très touché par la situation. Et moi, je tiens à dire bravo. Vive le sans contact. Magnifique. Comme on dit à la BNP. Pardon. Crédit Lyonnais, la Banque Postale. Faut en citer 3. Exactement. Plus politique, la question de la jeune garde. Oui. Alors ça, pour moi aussi, ça c'est dans le top. Une très belle décision de la France. La France qui enfin rentre de plein pied dans le 21e siècle, puisqu'on a décidé de dissoudre la jeune garde antifasciste. Et je trouve que la lutte antifasciste, c'est quand même très 20e siècle. Il était temps qu'on arrive au 21e siècle. Parce que finalement, la lutte contre le fascisme en France au 21e siècle, ça concerne quoi ? Éventuellement le fait que la justice soit attaquée, en particulier son indépendance.
Pourquoi pas la pluralité politique, la pluralité des opinions sur les médias, oui, pourquoi pas. L'augmentation du racisme en ligne, des actes islamophobes, bon, ok, ça je l'entends. Les droits des minorités sont certes très menacés en France, mais à part ça, pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin d'antifascisme en France? Ça y est, on rentre de plein pied dans le 21e siècle, il était temps. Et ça t'a vraiment choqué? Ah non, au contraire, c'est mon top 2, bravo vrai. la France. Ok. Deux autres choses. Ouais. Tu avais une question à nous poser sur une invitation qu'on avait lancée dans l'œil de Moumou. Oui, alors ça et qui t'avait surpris. Effectivement, c'est en flop, je l'ai mis en numéro 3 dans l'année. La carrière de Mourad Guichard, je pense que tu vois de qui je parle, est globalement, on va dire, irréprochable dans son choix d'invité. Ouais. Et puis, début 2025, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça. Merci Théophile, merci Mourad pour votre invitation. Voilà, je suis ravi, ça fait très longtemps que je regarde le Média TV. Pourquoi est-ce que nous avions invité le Fou Allié? C'était pour l'un des tops, je trouve, de ces derniers mois, parce que c'était, je crois, en 2024, si mes souvenirs sont bons. C'était fin 2024 ? Ouais, je crois que c'était... Mais bon, c'est pas grave, moi je prends depuis septembre. C'était pour le travail remarquable qu'il a fourni sur Arthur et ce qu'on appelle la mini-trip, le tripotage de jeunes femmes désargentées, blondes, avec tout un profil, et puis un montage qui lui a valu quelques soucis à ce Fou Allié, notamment sur les plateformes. Il a été déprogrammé de YouTube, je crois. La vidéo a été déprogrammée. À la demande, a priori, à la demande d'Arthur ou de l'une de ses sociétés. Et donc, j'avais voulu lui rendre hommage, et je ne le regrette pas, parce qu'ensuite, on a eu l'occasion de travailler ensemble, lui et moi, et voilà, j'en suis très content. D'ailleurs, on a effectivement travaillé ensemble, puisqu'on s'est retrouvés. Ça fait bizarre de parler de toi à la troisième personne, mais on s'est retrouvés effectivement au cours d'un stream, n'est-ce pas, dont nous allons voir un extrait. Ça concernait déjà Frontières, qui avait fait une cartographie de l'extrême gauche, des antifas, et ainsi de suite. Et hélas pour moi, je vous laisse regarder. Tu veux qu'on s'appelle plus tard, peut-être ? La cartographie sur laquelle je ne suis pas. On parle bien de la même. Non mais Mourad, tu sais très bien que tu as du talent. Enfin, je veux dire, ne te dénigre pas comme ça. Tu y seras... Je ne suis pas sur la cartographie de Frontières. N'y suis pas. Moi, je trouve qu'une cartographie de la gauche où ils ont l'intelligence de mettre Soral, et d'ailleurs on a bien vu que son mouvement Égalité-Réconciliation était à l'évidence de gauche. Ultra-gauchias, bien sûr. Voilà, cette reprise des yeux mentalo d'Eddie Mitchell. Sur le négationnisme version militant. Formidable. Oublier Mourad Guichard sur une cartographie comme ça, tu vas porter plainte, je suppose, pour harcèlement moral, pour préjudice moral. J'attends la prochaine cartographie, je vais leur laisser un délai. Oh, je trouve ça absolument inacceptable. Mais il faut que l'œil des Moumou y soit, enfin, même Amira, j'espère qu'elle en fera partie. J'espère qu'elle est lancée. Et la perche est tendue. À propos des tops et des flops, Amira, tu en avais un, toi, et je te rejoins complètement sur le fait qu'il est un peu hors jeu, quoi, tellement il est puissant. Tu peux nous rappeler c'est quoi? Alors en fait, il y a eu des séquences qui m'ont fait rire cette année, bien sûr, sur CNews notamment, quand on accusait les musulmans de la pénurie d'œufs ou d'huile à cause du Ramadan. Et puis d'huile. Oui, voilà. Parce qu'on faisait frire les moutons. Oui, c'est ça, ou les gâteaux, je ne sais quoi. Dès qu'il y a un truc qui disparaît. Il y a eu également ce passage beaucoup plus récent où ils affirmaient qu'en Algérie, on faisait la chasse aux bûches de Noël. Bon, ça m'a fait rire, c'est risible. Je me demande vraiment qui peut croire à des choses pareilles à part de jeunes enfants. Mais il y a une séquence qui m'a fait froid dans le dos, et parce que surtout c'était sur France Info. Alors même si ça fait un certain temps qu'ici à l'œil de Moumou on se pose des questions sur le service public, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tous les médias, sans exception, étaient en train de basculer. C'est bien sûr la Riviera de Gaza. On va contextualiser, on est en plein génocide. Les enfants meurent parce qu'ils sont bombardés, les enfants meurent de faim, meurent de froid, meurent parce que l'hôpital où ils se font soigner est ciblé par des drones. Puis on ne fait pas face à des milices armées qui sont cachées. On a identifié le responsable. C'est l'armée israélienne. Et il y a tout ça, la communauté internationale regarde et laisse faire cette boucherie. Et puis j'allume ma télé en pensant innocemment qu'au moins sur le service public, on va rendre compte de cette atrocité. Et puis là, je tombe sur cet extrait. Regardez-le d'abord. Donald Trump. On va laisser la politique de côté pour un instant. On va accueillir Franck Delvaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Et on a voulu vous inviter ce soir parce qu'on a envie de voir
si cette proposition de Trump, elle a vraiment vocation à exister sur le plan économique. On a beaucoup dit Trump est aussi un promoteur immobilier, c'est comme ça qu'il négocie. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Oui, alors déjà, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme, avec 100 millions de touristes. Et puis, si vous voulez, pour vous donner quand même, et pour mieux comprendre, illustrer par quelques chiffres, Paris-Île-de-France, c'est environ 40 millions de touristes, première destination européenne, et c'est 2300 hôtels, environ 200 000 chambres d'hôtels, 33 000 restaurants, cafés, restaurants, bars, et 200 000 personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration. Vous avez vu le bandeau, hein, le bandeau Gaza, Côte d'Azur, si c'était possible. Alors, moi, ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est cette phrase mettons de côté la politique. Comme si c'était une affaire politique, comme s'il y avait un combat pour une présidentielle ou pour des municipales, alors qu'on parle d'actes de guerre, hein, de crimes de guerre et surtout d'humanité derrière tout ça. Et c'est déshumanisé à ce point-là. Alors je rappelle, pour recontextualiser, qu'ils avaient retiré en douce en fait cette séquence, parce que je suis allé la rechercher, heureusement je l'avais capturée, mais j'étais allé la rechercher, ils l'avaient virée, ils ont fait un petit communiqué pour dire que c'était inapproprié façon DSK. Ils avaient déploré. Oui, désolé. Oui, c'est ça. Non, c'était complètement fou. Et même l'UMIH, donc le syndicat plutôt droitier, le syndicat de l'hôtellerie dont le représentant de l'Île-de-France était présent sur le plateau, même le syndicat national avait dit si on avait été au courant, jamais nous ne serions pointés sur ce plateau, alors que visiblement ils étaient tout contents. Et je précise par ailleurs que le journaliste Benedetto, pour ne pas le citer, est toujours là, est revenu quelques jours après, cool Raoul. Donc ça, on en revient au fameux débat sur les fameuses sanctions. Et puis en plus, il faut le dire, on est sur France Info, on n'est pas sur le média, une petite chaîne indé qui n'a pas beaucoup de ressources. Avant de déclencher un tel plateau, ils ont parlé au rédac chef, au chef d'édition, au présentateur, il n'y a personne n'a pipé mot. Voilà. Mais ça veut dire deux choses. Hein. Ça veut dire que déjà, le service public a fait la com de l'État israélien et des Américains, et ça veut aussi dire que les journalistes français ne connaissent pas Gaza, et je pense même qu'ils ne savaient pas la placer sur la carte avant le 7 octobre. Je le pense aussi. On va enfin pouvoir parler du livre de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il y a une histoire de rouleau de papier toilette. Non, je suis dans l'oreillette. On me dit que cette fois-ci, on a enfin Pascal Praud. C'est News, regardez l'écran. Ah bah non, c'est le streamer. Chelex, encore mieux. Bonjour Chelex, ça va ? Bonjour, bonsoir. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es un habitué de l'émission puisque tu la suis et je le précise, ta communauté et toi, vous commentez tous les mercredis soirs l'œil de Moumou et je vous en remercie. Et dès que je peux, bien sûr, je me connecte. C'est toujours hyper intéressant d'avoir des retours sur le travail qu'on peut fournir. Et je t'ai demandé, comme pour Stéphane ou Amira ou Pascal Boniface, un petit récap de ce que tu as aimé, détesté ou ce qui t'a fait rire éventuellement au cours des derniers mois. Et tu m'as fait un choix, un melting pot avec... Alors, tu commences par un clash. On avait reçu ici Claudie Siard juste après ce fameux clash sur i24 News. Alors, moi, j'avais... émis un avis différent du sien concernant la présence sur ce genre de plateau, parce que je trouve que ça n'est pas constructif. Bon, celui a fait un choix différent et que je respecte bien évidemment. Mais là, on est arrivé à un clash violent, très violent même, entre Claudie Siard et l'avocat notamment de Netanyahou, qui d'ailleurs a des ennuis judiciaires. Pardon, on va regarder l'extrait, puis je vais te laisser le commenter. Je me suis demandé pourquoi finalement j'étais là aujourd'hui pour entendre toute cette inhumanité que je viens d'entendre. Il est hors de question que les Palestiniens aillent sur une autre terre que leur terre ancestrale. C'est leur terre. Lorsque j'entends ici dire « mais cette bande est trop petite pour autant d'habitants », peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Et puis j'ai envie, quelques instants, revenir à l'être humain que je suis. S'il vous plaît, je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique.
Ils ont été déportés pour être esclaves sur leur terre d'infortune. Et enfant, ma mère a toujours eu on avait une proximité avec la communauté juive parce que nous avions subi les affres de l'histoire et les génocides. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens ou en tout cas des francophones qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa, de les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends. Non mais attendez, arrêtez, c'est pas nos termes. Non. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi je n'accepte pas. Je ne vous ai pas arrêté. Sachez monsieur que le terme de déportation chez nous, ça a un ressenti particulier. Ah parce que vous considérez qu'Auschwitz c'est la même chose. Les Africains n'ont pas été déportés. Vous considérez qu'Auschwitz n'ont pas été déportés. Non monsieur, la déportation, non monsieur. Allez, je me casse. Eh bien cassez-vous parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Ah oui, les Noirs, 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains, 6 millions de morts, 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. On ne mélange pas la tout. Non, monsieur. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous voulez partir si vous voulez. Mais n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, parce que c'est un bon exemple de, comment dire, de jusqu'où peut descendre en fait une télé privée. Parce que là, on est chez les grandes gueules, mais c'est les grandes gueules, en fait, la version d'extrême droite, encore plus extrême droite. Ouais. Et donc, aussi bien dans le public que dans le privé, on a un vrai problème d'extrême droite, qui monte très fortement au point que Maître Pardo, donc là, qui est présent dans les images, se permet de faire du négationnisme ou du révisionnisme, je ne sais plus comment on dit, mais en gros, nie carrément l'esclavage, la déportation, les Noirs, tranquille, à l'aise. Et ça va. Et autour, personne ne régit, je précise. Vous écouterez, il y a Claude Issard qui s'énerve, il a raison, mais sinon autour, très très à l'aise. Et ça, c'est ça vraiment l'ambiance, et le silence des pantoufles, etc. C'est qu'ils sont vraiment très à l'aise tous autour. Ouais, c'est un peu le problème de l'entre-soi sur ces chaînes-là, avec une caution, quelqu'un qui sert un peu de caution, me semble-t-il, en l'occurrence Claudie, et qui sert de punching ball pour ces gens d'extrême droite. L'autre, alors Stéphane, tu interviens évidemment dès que tu le souhaites. L'autre top ou flop, c'est toi qui vas nous le dire, concerne le chapeau de Mélania. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est pour moi, je pense, la meilleure interview de l'année, je pense, dans le sens où, pour expliquer le contexte, en fait, Guillaume Erner pense piéger Daniel Schneiderman. C'est Daniel Schneiderman qui l'invite sur un autre sujet qui n'a rien à voir, et Guillaume Erner va vouloir le piéger. Sauf que le piège va se retourner contre Guillaume Erner parce que l'autre vieux renard évidemment le voit arriver et va lui retourner la politesse parce qu'il a travaillé son sujet sur ce qu'a dit ou pas dit Guillaume Erner, et donc il lui envoie cette pique en lui expliquant que c'est quand même étonnant en fait. Vous êtes tout le temps très imprégné d'un sujet, sauf le jour où on voit un salut nazi mondial que tout le monde a vu comme tel. Alors on va voir l'extrait. On va revoir l'extrait puisqu'on l'avait évidemment diffusé ici. Vous avez fait un bon papier sur Elon Musk et son salut nazi. Moi, j'ai pas trouvé d'angle. Ça veut pas dire que je trouve qu'un salut nazi fait par le numéro 2 du gouvernement américain, c'est nul, c'est bien. Si, vous avez trouvé un angle. L'angle de votre humeur du jour, ce jour-là, était consacré au chapeau de Melania Trump. Parce qu'il me parlait plus. Je veux dire... Parce que sinon, vous pensez que je suis nazi, en fait, et que je veux couvrir les nazis. Non, parce que c'est ça, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, le seul moment dans l'année où votre judéo-obsession vous délivre, vous lâche les baskets, c'est le jour où le quasi-vice-président américain fait un salut nazi. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors d'abord, je pense que c'est pas du tout bizarre, c'est parce que je n'ai pas d'angle. Je fais très peu de sujets. Mais vous l'avez vu, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Oui, en dehors des aveugles, je ne vois pas qui ne l'a pas vu. Mais, et vous n'avez rien à dire dessus? Franchement, non. L'autre top ou flop, il va aller à, enfin j'imagine que c'est un top, à Jean-Michel Apathy qui a changé au cours des derniers mois, des dernières années. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Stéphane. Qui a changé, alors même si il a encore parfois des sorties un peu bizarres, je trouve qu'il s'est amélioré, il s'est bonifié, notamment dans ses affirmations et ses prises de position que je trouve assez courageuses. Je pense notamment à celle qui a beaucoup tourné sur le traitement, le deux poids deux mesures entre Dieudonné et Zemmour.
Zemmour en disant que oui, Dieudonné, c'était normal qu'il soit dégagé des plateaux pour antisémitisme, mais pourquoi, dans ce cas-là, Zemmour ne l'est pas? Et là, c'est une autre sortie sur la question de la France en Algérie. Est-ce que tu peux nous redire un mot là-dessus? Alors, sur ce passage et l'altercation, effectivement, entre Florence Portelli, mais aussi Thomas Soto, vous noterez en fait un point important, c'est qu'il y a une sincère choquance, vraiment. Florence Portelli est vraiment choquée. Elle fait un... Quand elle entend qu'on compare la France à un pays de nazis, et comme quoi on se serait comporté en Algérie en 1830 comme les nazis, même s'ils n'existaient pas à l'époque, d'où la vidéo. Bien sûr. Mais elle est vraiment sincèrement choquée. Ça m'avait déjà marqué. Et surtout, de l'autre côté, il y a une ignorance crasse de la part de Thomas Soto. Lui, vraiment, est surpris d'entendre ça. Il dit, enfin, on n'a quand même pas fait ça, etc. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Évidemment, c'est pas la même méthode techniquement, industrielle, mais c'est le même principe. Et j'ai trouvé vraiment la réaction des deux en face qui était vraiment outrée, était magnifique, superbe. Et Jean-Michel Apathy, pour faire simple, alors nous ici, en fait, on dit semaine A, semaine B. Semaine B, il est méchant avec nous, il nous aime pas à gauche et compagnie. Par contre, semaine A, il a des propos qu'on n'espère même plus à ce niveau-là, à la télévision française ou à la radio, c'est que il les a mis très très mal. Et ça fait du bien, pas top, effectivement un peu paradoxal, parce que le reste du temps, il va redevenir comme il est. Mais pendant un bref instant, et on en reparlera plus tard, peut-être, eh bien, il a été bon. Il a été bon, il a dit des termes vite, forts, efficaces. Et d'ailleurs, ça lui coûtait cher. Il a préféré d'ailleurs démissionner, je crois, quitter ce poste qu'il avait sur RTL. Oui, absolument. Il l'a quitté dans la foulée. Nous avions reçu ici Claire Billet, qui avait fait un superbe documentaire qui avait été déprogrammé de France Télévisions sur les gazages, à une autre époque, certes, mais les gazages des civils par la France en Algérie. On regarde cet extrait, puis j'aimerais avoir l'avis de Stéphane. Et ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. De la conquête vous en Algérie. Vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes ? Combien de femmes, d'enfants ? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, j'ai mais quand vous même ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer. Alors, est-ce que Apathy a fondamentalement changé ? Je partage complètement le point de vue de la semaine A, semaine B, mais il y a une chose que je trouve quand même assez intéressante chez lui, c'est qu'il va aller chercher. Et typiquement, quand il reçoit Édouard Philippe, là, récemment, il va le chercher. Est-ce que oui ou non, vous considérez que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité en réalité ? Ça les pousse à dire non devant la télévision. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je trouve ça intéressant. Et oui, d'une certaine façon, c'est assez courageux. Étant donné le milieu dans lequel il gravite, oui, il y a une forme de courage. Après, je suis entièrement d'accord sur le fait que la semaine d'après, on va se retrouver avec la main sur le front. Mais voilà, je pense que tu avais vu passer cet extrait justement où il va chercher Édouard Philippe et il lui demande de répondre à la question. En fait, est-ce que oui ou non, il y a crime contre l'humanité ? Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est important qu'on voit qu'Édouard Philippe, pour moi, a un comportement monstrueux. C'est pas un monstre, évidemment, avec des tentacules et tout ça, mais il a un comportement monstrueux, révisionniste sur ce qu'on a effectivement entendu récemment. Et c'est bien qu'on le voit enfin tel quel. Moi, je savais déjà qu'il était déjà comme ça, beaucoup de gens aussi, mais là, enfin, il y a vraiment du biscuit. On peut vraiment sortir cet extrait, ces archives-là, pour éventuellement une présidentielle. Amira, est-ce qu'il n'y a pas un travers, selon toi, un travers à glorifier, je prends un terme un peu fort, mais de glorifier les attitudes de journalistes qui finalement ne font que leur travail. Et ça raconte pas quelque chose de l'état de la profession ? Ça raconte qu'il n'y a plus de journalisme en fait. Il n'y en a plus. C'est un peu effrayant quand même. Moi qui ai fait des études de journalisme, voilà, j'avais beaucoup de fantasmes, beaucoup d'illusions. Et puis finalement, je me suis rendu compte que la réalité, c'était vraiment autre chose. Et que maintenant, comme tu dis, quand un journaliste fait bien son travail, on le félicite. Mais normalement, on devrait tous faire bien notre travail, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à regarder le média. C'est malheureux à dire, mais il n'y a que les chaînes indépendantes aujourd'hui qui font un vrai travail.
C'est vrai, je nous lance aussi quelques fleurs. Allez, c'est les fêtes de fin d'année. Il est passé par ici, il repasse par là. C'est Aymeric Caron qui se retrouve face à Bourdin. Alors je rappelle qu'on l'a eu en invité récemment. Pas Bourdin, Aymeric Caron. Pourquoi ce face-à-face Caron-Bourdin ? Ça, c'est les petits moments de grâce, justement, un peu, notamment que raconte Daniel Schneiderman. C'est-à-dire, dans une interview, il y a l'instant en fait qu'on attend, où l'invité ou la personne en face, l'adversaire politique, va craquer. Et l'instant en fait que j'aime bien, c'est juste ce passage-là, au passage, c'est pas toute l'interview évidemment entre Caron et Bourdin, c'est que Bourdin craque en sortant un vrai travail de journaliste en disant tout le monde le sait, source, tout le monde le sait. Et donc évidemment en face Caron qui fonce tout de suite et qui dit ah bon tout le monde le sait, c'est ça votre source, etc. Enfin, voilà. Et juste pour ça, ce petit instant en fait où d'un coup Bourdin n'est plus rien quoi, il n'est même plus animateur, automate, chien de garde ou je sais pas quoi, il est rien. C'est Avis qui a fait du commerce, tout le monde le sait. Allez, on se revoit cet extrait. Aymeric Caron, est-ce que le Hamas est complice de tout cela ? C'est intéressant. En affirmant, c'est intéressant. Pardon, mais je complète ma question. En affirmant que le peuple palestinien le soutient, ce qui est pas toujours vrai. En affamant aussi le peuple palestinien. Ah bon ? Ben oui. Comment ? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon, vous avez des informations fiables là-dessus ? Eh ben, vous en avez. Est-ce que les vous avez ONG des informations qui ne sont pas fiables là-dessus ? Apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou. En tirant, mais pas du tout. Il faut faire votre boulot. En tirant. Il faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. Votre prétention est grande, mais mais limitons la. C'est pas la peine de faire des attaques ad personam. Lorsque je vous fais remarquer que votre information n'est pas fiable, Jean-Jacques Bourdin. Je vous pose la question. Quelle est la source ? Il y a des manifestations. Non, vous me demandiez, vous disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes ? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous le savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors, je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Alors je discutais avec. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est complice. En ce qui concerne, est-ce qu'ils sont complices ? Alors, si vous posez des questions, vous aimez qu'on vous y réponde ou pas ? Je vous pose la question. Alors je réponds. Répondez-moi. Alors Rebelote, il est passé par ici, alors, pas par le plateau, mais il est passé à Matignon il y a peu de temps. C'est Bayrou qui s'est fait hacker. Oui, je voulais un petit sujet un peu plus technique, on va dire. Les méchants pirates de l'espace qui viennent donc attaquer Bayrou, qui veut faire éclater la vérité. C'est pas tellement ça qui m'intéresse pour Bayrou, c'est plutôt que un peu comme le lotus d'or, vous savez, la plante qui, tous les 14 ans, émerge et fleurit, eh bien, tous les 14 ans, Apolline de Malherbe redevient journaliste pendant quelques instants, et elle s'est souvenue qu'elle travaillait pour un média qui pouvait diffuser de l'information et qu'elle pouvait être journaliste. Vous voyez un peu l'extrait. Ça arrive, ça ? Ah oui, vraiment, c'est possible, je veux dire... Tu me promets que c'est pas de l'IA ? Non, c'est un vrai passage, elle a vraiment été journaliste pendant quelques secondes. Faut pas cligner des yeux. Si vous clignez des yeux, c'est foutu. Ok, on regarde ces quelques secondes. J'ai des regrets que cette affaire ait été instrumentalisée, que cette affaire, qui est un drame pour des dizaines et des dizaines, partout en France maintenant, on sait bien qu'il y a des exemples partout en France, c'est un drame pour eux. Et ça a été instrumentalisé comme un homme politique, comme une affaire politique. Mais votre premier regret, François Bayrou, c'est pas de ne pas avoir vu ? J'ai vu, et je suis intervenu. Suffisamment ? Vous savez, j'ai mis en ligne, peut-être on peut s'arrêter une seconde à ça, j'ai mis en ligne tous les documents. Je sais ce que vous allez me dire, j'ai cliqué dessus. Oui, voilà. Ça s'ouvre pas, ça bug. Pas. Donc vous nous dites que vous avez mis les documents, mais j'avoue, je n'y ai pas accès. Mais parce que vous ne m'écoutez pas. Alors si vous m'écoutez, je vous explique ce qui s'est passé. Nous avons mis ces documents en ligne vendredi soir. Et puis dimanche, il y a eu une attaque massive, une cyberattaque massive pour faire sauter le site bayrou.fr. Et le site a sauté. Et puis on l'a remis en ligne et il y a eu une attaque encore beaucoup plus massive. Mais qui fait ça ? Et notre hébergeur. Mais qui fait ça ? Et notre hébergeur hier nous a dit mais je peux pas continuer à héberger votre site parce que tous mes clients sont victimes des attaques qui sont dirigées contre vous. Mais qui attaque votre site ? Je n'en sais rien. Pourquoi ? Parce que ça doit gêner quelqu'un. Puisque j'ai mis en ligne la preuve absolue par des documents
que toutes les accusations étaient fausses. Donc vous nous dites ce matin que c'est pas un bug, c'est une attaque informatique. Je ne dis pas, j'affirme, et nous allons porter plainte, j'affirme que ce site, qui était simplement la mise en ligne de tous les documents, a été l'objet d'une cyberattaque pour faire sauter le site. Vous allez porter plainte, vous pensez quoi? Que c'est vos opposants politiques? Je ne sais pas. François Bayrou, ça me frappe quand même. Je vous demande si vous avez des regrets. Vous me dites je regrette que ce soit instrumentalisé. Vous dites j'ai vu, j'ai fait ce qu'il fallait. Pour votre fille, vous n'avez pas vu. Comment vous avez vécu ça? Comment vous l'avez vécu? Comment vous en avez parlé avec elle depuis? D'abord, je n'ai jamais cessé de parler avec mes enfants. Y compris quand les enfants se taisent, et elle s'est tue. Elle le dit, et pas seulement elle. Mais dans toutes les familles, il y a des enfants qui se taisent. Et alors, tu voulais terminer chez Lex par une séquence qui est qualifiée sur les réseaux de déjà culte, que nous avons passée et disséquée ici. Cette chère Madame Bouillaguet, qui est inénarrable, qui se retrouve à chaque fois dans tous les palmarès possibles et imaginables, avec des flops paradoxaux généralement, ou alors des tops paradoxaux ou des flops de chez Flop. Et là, elle va se retrouver, manque de bol pour elle, face à Manuel Bompard. Qu'est-ce que ça raconte, cette séquence? Pour moi, c'est une bonne nouvelle dans le sens où je pense que c'est le travail des politiques maintenant d'être des créatures hybrides, de faire aussi le travail de décortiquage des médias, de critique des médias, et pas seulement de laisser ça chez Arrêt sur Image ou chez Dans ton émission, etc. Donc s'ils arrivent un petit peu à intégrer ça et le faire en direct, c'est ce qu'il a fait à ce moment-là, formidable, faut qu'ils le fassent tous et toutes, parce qu'on a besoin de ça. À ce moment-là, elle est coincée. Si vous regardez bien sa réaction, elle commence à reculer étape par étape, en disant « oui, mais c'était plus ça, oui, mais c'était plus la bonne date, machin, etc. » Autre point important, et Mourad, tu le sais très bien, puisque lors de mon passage, j'avais expliqué ça. Pour moi, on a un service public audiovisuel d'extrême droite, et cet extrait, c'est un jalon de plus vers l'extrême droite. Alors, on va regarder cet extrait. Je regrette juste, évidemment, que ce soit maintenant les politiques, après les humoristes, après les streamers, qui sont là pour faire le job que ne font pas les journalistes. Je vous laisse réécouter cet extrait. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit « je ne suis pas là pour faire la police des mots ». Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France Insoumise depuis des mois et des mois, de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne pas condamner le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi? L'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Alors voilà pour les tops et les flops de notre ami chez Lex. Tu vas prendre quelques jours de repos. Oui, bien mérité, je pense. Pour ces fêtes. Ouais. Concrètement, tu ne vas pas streamer du tout pendant plusieurs jours? Oui, parce qu'en fait, je viens de réaliser que j'ai streamé 3000 heures cette année. Donc, vous recoupez ça par le nombre de jours dans l'année, vous voyez un petit peu comment ça fait. Donc, au bout de 3000 heures en 2025, la même chose en 2024, 2023,
Et de 2022, je pense que je vais prendre 8 jours de repos bien mérités. C'est fou quand même parce qu'ils ont tous un point commun, nos 3 invités, puisqu'on a eu tout à l'heure Pascal Boniface qui nous parlait du nombre de bouquins qu'il avait sortis dans l'année, du nombre de conférences qu'il avait fait, du nombre de tables rondes auxquelles il avait participé. C'est un nombre complètement fou qui dit que lui aussi va prendre quelques jours. Si je prends l'exemple de Stéphane Foualier avec tous ses montages incroyables sur Sophia Aram, sur Arthur, et c'est des heures et des heures de visionnage. Enfin, on a quand même affaire à des bourreaux de travail. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, je dirais même qu'on en a 4 aujourd'hui, parce qu'on peut penser à toi aussi, Mourad. Ah non, pas autant que... Non, eux, ils font vraiment... C'est très gentil, mais eux, ils font vraiment un travail que je trouve admirable. D'ailleurs, je pense que... Et je militerai pour que vous ayez, messieurs, la retraite plus tôt. Merci infiniment chez Lex. Donc, tu penses qu'on te retrouve à partir de quand au mois de janvier ? 3 ou 4 janvier à peu près. Ah oui, donc ça va être plutôt court. Dans quelques jours. Voilà, on sera évidemment au rendez-vous. Merci infiniment chez Lex. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. C'est bientôt la fin de cette émission, mais Moumou, bien évidemment, c'est la fin de l'année 2025. On ne va pas se quitter sans que tu nous aies donné ton top et ton flop de l'année. Ah mais c'est vrai. Dis donc, j'en rame pas beaucoup, tu vois, je travaille pas beaucoup. Non, j'ai mis de côté 2 choses. Alors c'est pas forcément 2025 pile, hein. C'est un petit peu avant. C'est Sonia Mabrouk qui va gober un bobard de Céline Imar sans aucune vérification. Il m'aura pas fallu grand chose il m'aura fallu passer 3 coups de fil pour vérifier que l'information était fausse. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Et donc c'est pour moi la preuve qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur les chaînes Bololand. Je vous laisse revoir cet extrait. Reprendre encore un mot sur l'ultra-violence parmi les plus jeunes. Donc Romans-sur-Isère, on l'a appris hier soir, Viry-Châtillon, Montpellier, Samara, et vous dites qu'il n'y a pas de sursaut. Le gouvernement ne cesse de dire il faut réagir avant que tout ça ne dégénère. Vous dites ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe. Parce que c'est quelque chose où il faut changer de paradigme. Ça fait longtemps que l'État a abandonné les professeurs. Moi, je vais vous prendre un seul exemple. La semaine dernière, dans un collège près de chez moi, il y a une professeure de français qui a bu de l'eau pendant un cours de français. Et un des élèves lui a dit « Madame, rangez votre bouteille d'eau parce que c'est Ramadan ». Et elle a eu tellement peur de faire des vagues parce qu'on est sur la philosophie, on a inculqué la philosophie du pas de vague au sein de nos structures éducatives qu'elle a rangé sa bouteille d'eau, puis elle s'est inclinée. Et ça, c'est pas normal. Elle s'est inclinée. Elle s'est inclinée. Et c'est pas normal parce qu'aujourd'hui, ceux qui doivent transmettre, et on est sur une crise des transmissions profondes, ceux qui doivent transmettre l'autorité, le savoir, ne se sentent pas à l'aise et ne se sentent pas dans les conditions pour le faire. Et c'est le rôle de l'État d'arrêter de faire des grandes annonces et des grands mots et de recréer les conditions de la transmission des notions fondamentales qui sont les piliers de notre société. Et le tout dernier, alors est-ce qu'on le met dans les tops paradoxaux ou les flops ? Merci Stéphane. Je ne sais pas. C'est le plateau, ce fameux plateau de droitard qui avait réussi à relier l'assassinat du petit Grégory aux musulmans. Et là, je trouve ça, pour moi, c'est un feu d'artifice, un bouquet final, puisque c'est notre dernier top et notre dernier flop. Combien d'affaires il y a eu depuis quelques années ? Et je fais ça, je fais le parallèle avec l'affaire Grégory, qui a eu un retentissement énorme parce que c'est un petit garçon, etc. Vous voyez où je veux en venir ? On est en 2025, il y a 40 ans, on parlait de l'affaire Grégory, et aujourd'hui les affaires se succèdent, et notamment Lola, Philippine, etc. Quelque chose a changé dans notre société, Joseph Tounel. Alors, on a toujours les meurtres des enfants, c'est ce qui nous touche le plus, c'est le meurtre de l'innocence. C'est ceux qui sont normalement intouchables. C'est bien de cela dont il s'agit. Je suis de ceux qui gardent en mémoire l'image de ces 2 enfants juifs assassinés par le Hamas. Parce que les enfants, ça nous marque particulièrement. Les enfants Bibas. Oui, le parallèle que je fais. Moi, je vois plutôt une évolution. C'est-à-dire qu'avant, avant, il y avait. Je connais pas le fond. Je connaîtrais sans doute jamais la vérité dans l'affaire Grégory. En revanche, moi, je connais la vérité dans l'affaire Philippine. Je connais la vérité dans l'affaire Lola. On connaît en tout cas une partie de vérité dans les attentats de Mulhouse. L'attentat de Mulhouse il y a quelques mois. Toulouse. Non, mais là, en tout cas, les exemples que j'ai pris, Lola, Philippine, Mulhouse, OQTF. à chaque fois c'est le même sujet. Encore un extrait sur CNews, décidément c'est toujours les mêmes. C'est bientôt la fin de cette émission, dans quelques secondes, quelques minutes. Mais Stéphane, avant j'ai une question à te poser. Quelles sont tes actus pour 2026 du coup ? Ah bah oui.
Alors, pour 2026, j'ai terminé aujourd'hui même, d'ailleurs ce matin, l'écriture d'un ouvrage sur le masculinisme qui essaye de répondre à 2 questions. Premièrement, est-ce que le masculinisme est réellement un antiféminisme comme un autre, comme il est souvent présenté ? Je pense que la réponse est non. Je pense que c'est un projet politique total, suprémaciste. Et puis ensuite, qui est concerné par le masculinisme ? Puisque la réponse facile, c'est les adolescents, parce que les adolescents sont un peu fragiles, etc. Et je pense que tout ceci est faux. Et donc j'ai écrit un grand ouvrage qui essaye de cartographier justement ce courant de pensée qui est devenu un courant absolument tentaculaire. Et puis ma deuxième actualité en 2026, ça va être de rattraper tous les œils de Moumou que je n'ai pas vus. Voilà, les années précédentes. Et voilà. Compte sur moi. Tu es le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Eh ben, quelque chose me dit que tu reviendras sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir participé à cette dernière de l'année. Ravi d'avoir rencontré Amira également. Merci Stéphane. Allez, un petit cadeau. Oh, mais j'ai ma petite boîte, j'ai ma boîte 23. Et ça vient de la part de Raphaël, notre monteuse qu'on salue. Qu'on salue, bien sûr. Voilà. C'est pour toi. C'est trop gentil. Voilà. Est-ce qu'on le fait en suspense ? Regarde, dos à la caméra. Dos à la caméra. 1, allez. 2, 3. Un petit chocolat. Merci à Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël. Merci infiniment. Allez, merci à vous deux. Merci à tous nos invités. Merci pour cette année, Moumou. Oh bah oui, c'était une belle année en ta compagnie. Elle sera moins drôle l'année prochaine, 2026. On va un peu se quitter, mais on se retrouvera avec d'autant plus de plaisir, ma chère Amira. C'est vraiment un bonheur tout le temps de te retrouver. Plaisir partagé, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, une émission qui n'existe que grâce à vous. Alors soutenez-nous, surtout en cette période de campagne de fin d'année. Notre survie dépend de vos dons et de votre générosité. Alors n'hésitez pas, gâtez-nous. À très bientôt. Et encore, bonne année.